Il y a un épisode apparemment anecdotique, mais qui vous semble intéressant, de la vie journalistique. Nos confrères des Échos ont refusé de publier une interview de la ministre des Transports, Madame Borne, parce qu'elle avait été trop réécrite par les services de Matignon. Et pour vous, ça dit quelque chose de l'époque? Bah oui, parce que je suis maintenant un vieux journaliste politique, et donc j'ai vu les temps changer. En principe, je devrais protester là, mais je ne le fais pas, tant pis. Ah, bah, c'est la vérité, c'est tout. Et non, mais plaisanterie mise à part, j'ai connu ce basculement. Je pense que ça s'est déroulé entre la fin des années 80 et le milieu des années 90. C'est-à-dire que j'ai connu la fin d'une époque où vous interviewiez un politique et il ne relisait pas, il ne demandait pas à relire son interview. Il était suffisamment sûr de son idée, de sa forme, de sa prose, de sa parole. Vous voyez, et il avait confiance dans le journaliste. Et puis il y a eu une dénaturation. D'abord, on a eu des politiques de moins en moins acérés, de moins en moins convaincus aussi, de moins en moins, vous voyez, de plus en plus communicants et de moins en moins politiques. Et puis on a eu en face, parce qu'il ne faut pas l'oublier, des journalistes moins honnêtes, qui corrigeaient les propos des politiques, soit pour les salir politiquement, on a eu ça avec Jean-Marie Le Pen, où on a modifié ses propos pour lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dites dans une interview, soit d'autres simplement pour faire un peu mousser l'interview. Donc la confiance est altérée et même rompue. Et on a vu petit à petit les communicants prendre le pouvoir sur les politiques. Moi-même, personnellement, j'ai refusé une interview parce qu'elle était tellement réécrite que même mes questions ne s'y trouvaient plus. Donc j'ai dit, bah non, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interview parce que vous n'avez plus besoin de moi. Donc on a recommencé. Il y a aussi la peur du fameux dérapage. Alors, c'est là où c'est devenu... C'est intéressant d'ailleurs parce que, une fois de plus, l'idée précède la technologie. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir peur du dérapage avec la domination, l'hégémonie du politiquement correct. On ne pouvait plus dire ci, on ne pouvait plus dire ça, on ne pouvait plus toucher à tel tabou, à telle catégorie qui devenait sacrée. Et les politiques sont devenus terrorisés par le dérapage, le fameux dérapage. Et le journaliste n'était plus quelqu'un avec qui on conversait, on échangeait des idées, des opinions, mais celui qui voulait faire avouer son crime au coupable potentiel. Donc vous voyez, encore une fois, une espèce de dénaturation de la relation entre politique et médias. Et là, encore une fois, le communicant a tout verrouillé. Et ça s'est, alors là, aggravé encore plus. On le voit bien avec Madame Borne, qui est un ministre technicien, pas du tout politique. Et donc là, ils sont relus entièrement par Matignon et voire par l'Élysée. On dit souvent que les États-Unis ont 10 ans d'avance sur nous. Or, l'élection de Trump, c'est le contraire de cette parole maîtrisée. C'est une parole sans filtre, provocatrice. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver en France, ça? Oui. Est-ce qu'il y aurait un créneau à prendre pour un responsable politique? Moi, je pense que oui. Mais d'ailleurs, Wauquiez l'a déjà un peu compris, Valls l'a déjà un peu compris. Vous avez remarqué, ils ont changé leur mode de communication, leur mode de relation avec les électeurs et avec les médias. Je pense que ça va se faire de plus en plus. C'est évident que ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça, parce que la parole est trop édulcorée, elle est trop aseptisée. La politique, et Mitterrand avait ce mot-là, vous vous souvenez, c'est parler aux gens. Mais parler aux gens pour leur dire quelque chose. Merci Éric Zemmour. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Les propositions de réforme de l'Europe présentées hier par Emmanuel Macron ont suscité hostilité et réserve notamment des Allemands. Et oui, il est venu, il a vu, et il a perdu. Emmanuel Macron peut ranger la moitié de sa campagne présidentielle à la poubelle. C'est Nein, un Nein en gros et en détail, un gros Nein. Un Nein pour le budget de la zone euro, un Nein pour le ministre des Finances européen, un Nein pour le Parlement de la zone euro et pour la bonne bouche, un Nein pour la défense européenne. Contrairement à ses prétentions, notre président n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs. Il avait pourtant mis tous les atouts dans son jeu. Il n'avait pas joué à De Funès comme Sarkozy. Il n'avait pas esquissé un axe des pays méditerranéens comme Hollande. Il avait ouvert son mandat par toutes les réformes que réclamaient Bruxelles et Berlin à la France depuis des années. On explique désormais, vous le savez, que les élections allemandes ont fragilisé la position de la chancelière, Éric. Eh oui, mais il y a toujours une explication. Parce qu'en fait, nos élites médiatiques, technocratiques et politiques ne veulent pas se rendre à l'évidence. C'est le concept même de couple franco-allemand qui est la cause de tous ces échecs. C'est un mythe français qui fait rire dans toute l'Europe. Les Français et les Allemands ne peuvent peut-être rien faire l'un sans l'autre, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose ensemble non plus. Les Allemands ont très bien compris le point commun de tous les projets de Macron. C'est l'Allemagne paiera.
L'Allemagne paiera pour envoyer les troupes françaises en Afrique au nom de l'Europe. L'Allemagne paiera pour aider les pays les plus fragiles de la zone euro. Sauf que l'Allemagne ne veut pas payer. Pourtant, l'armée française en Afrique défend toute l'Europe contre les islamistes. Et au sein de la zone euro, comme dans toute zone unifiée par une même monnaie, il faut des mécanismes redistributeurs au sein d'un budget commun pour compenser les inégalités nées des divergences de productivité. En tout cas, c'est ainsi au sein de chaque nation. En fait, les élites françaises n'ont jamais cessé de voir l'Europe comme une France en grand. Quand Macron dit l'Europe, 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 les autres entendent la France, la France, la France. La grande nation, comme disent les Allemands. Mais l'Allemagne a une autre histoire et une autre conception de l'Europe. Celle du Saint-Empire romain germanique avec ses royaumes, ses duchés, ses principautés, ses évêchés. Un ensemble baroque loin de l'État-nation à la française. Comme l'Europe à 28 d'aujourd'hui. Il y a quelques années, Henry Kissinger avait fort bien diagnostiqué la problématique germanique. L'Allemagne est trop grande pour l'Europe et trop petite pour le monde. Sauf que l'organisation européenne actuelle, avec toutes ses imperfections aux yeux d'un esprit français cartésien, et justement, grâce à ces imperfections, permet aux Allemands de résoudre leur quadrature du cercle. L'ensemble de l'Europe est devenu le sous-traitant de la machine industrielle allemande et permet aux Allemands d'exporter dans le monde entier son Made in Germany. L'Amérique et l'OTAN lui servent de bouclier sans que cela lui coûte trop cher, comme le fait remarquer justement Trump. Et pour les migrants, elle paye, les Turcs et les autres, pour qu'ils les gardent chez eux. Elle ne commettra pas 2 fois la même bêtise de leur ouvrir les bras. Tout va bien dans le meilleur des mondes allemands. Alors pourquoi faut-il que ces Français s'agitent toujours? Éric Zemmour de Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Bonjour Nicolas Deménac. Bonjour. Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous. Donc depuis depuis le 26 mars, le site de la faculté de Tolbiac a ce matin été évacué. Son président en avait fait la demande à de nombreuses reprises. Il était temps, Alain Duhamel? Oui, vous savez que on prétendait à tort ou raison que ce serait une évacuation très difficile parce qu'il s'agissait d'une tour. Apparemment, ça s'est passé sans trop de difficultés. Non. Moi, je dirais que ce qui apparaît dans cette phase-là dans les universités, c'est-à-dire une demande de vote électronique de l'ensemble des étudiants plutôt que des assemblées générales de 100 ou 150 militants, ça me paraît une bonne évolution, ça. Alors, Nicolas Deménac. c'était un peu écrit, c'était écrit dans l'échec de la contagion du mouvement, échec de la contagion vers les lycées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser les lycéens, que du côté social, il n'y a pas eu de réussite de la contagion non plus, donc le mouvement, à part quelques essaimages dans certaines universités, n'a pas réussi à prendre vraiment, même s'il s'est passé des choses. Vous pensez quoi, que le mouvement étudiant est un échec? Je pense qu'il est relativement un échec. Pour autant, je ne le maîtrise pas comme le font certains éditorialistes qui parlent de traîne savate de la rébellion, de carterons, d'étudiants attardés. Je trouve que cette humiliation est malvenue parce que ces gens-là, toutes les générations ont connu comme ça des rites de passage. Certains sont devenus des hommes politiques plus que respectables. Manuel Valls, il a fait ses études tourmentées aussi à Tolbiac. Bon, voilà, c'est des façons d'être dans la société aussi. Donc ne piétinons pas ces gens-là. Ils n'ont pas réussi leur aventure, mais elle n'est pas pour autant totalement méprisable. On dirait, pardonnez-moi Alain Duhamel, mais au moment où nous parlons, on dirait que tout est évacué. C'est pas le cas du tout. Ils ont réussi à bloquer maintenant Sciences Po, dont on sait verra pour combien de temps. avec des pancartes, excusez-moi, refusant la sélection. Donc à Sciences Po, c'est intéressant comme débat. On pourrait faire un plan de parti là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Un endroit où il y a un étudiant sur 10 qui est pris et qui est contre la sélection, il y a quelque chose là, effectivement, d'un peu bizarre. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même des points de fixation qui sont quelquefois très violents, comme à Toulouse, par exemple, comme il y a eu à Montpellier. Qui sont toujours les mêmes. Là, il doit y avoir aussi des problèmes locaux à essayer d'affronter. Il y a des endroits où, d'extrême droite d'un côté ou d'extrême gauche de l'autre, ou pour d'autres raisons encore, il y a une espèce de tradition locale d'affrontement. Dans ces cas-là, il faut des présidents d'université, de bonne qualité. Mais Alain, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a des points de fixation, mais historiquement, parce qu'il y a une tradition de rébellion dans ces universités, mais aussi parce qu'elles correspondent à des filières qui sont toujours un peu en difficulté, si je veux dire, les sciences humaines, où les étudiants qui sont là, ils vont parce qu'il y a une passion quand même d'étudier aussi, mais parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à trouver des boulots, bien payés ensuite de surcroît, encore plus difficile. Donc voilà, c'est là où est le paradoxe complet. C'est que la réforme elle-même
est un progrès. La réforme qui est proposée, c'est infiniment plus rationnel d'essayer d'orienter et d'accompagner les gens que de les tirer au sort. Comment est-ce qu'on peut raisonnablement penser le contraire? Et je vais un petit peu plus loin, Nicolas Domenac, c'est quelle logique dans le fait de bloquer des universités où ce sont justement les enfants de milieux modestes qui ont réussi à faire des efforts grâce à leurs parents qui se retrouvent à vouloir faire leurs études et passer des examens pour se projeter dans l'avenir de leur vie. Mais c'est parce qu'il y a quand même dans ce pays un rêve, au fond, de non-sélection, mais qui se retourne en son contraire, je vous le concède. Ce qui fait que quand il n'y a pas de sélection, c'est une sélection sociale qui, à l'arrivée, fait tomber la guillotine. Oui, en 2 mots, je crois que il y a 2 choses. Il y a d'une part l'égalitarisme français. On rêve tout le monde agrégé. Si quelqu'un est agrégé, tout le monde agrégé. Et le romantisme de Nicolas Domenac. Et oui, mais il en faut, Alain Duhamel, il en faut. Qui a son rêve inassouvi. Exactement. On retrouve de débat en débat. Une forme d'égalitarisme à la française qu'il assume. Alors, tout ça nous ramène quand même à la question initiale qui est celle du respect ou non de l'autorité de l'État. Ce matin, on a une opération policière qui a été menée visiblement avec doigté et efficacité. Il semble visiblement non plus qu'il n'y ait pas eu beaucoup de résistance de la part des jeunes étudiants qui étaient installés sur place. On l'a entendu dans les éléments que nous avons diffusés sur l'antenne d'RTL. On entend le président de la République nous parler beaucoup et avec beaucoup d'autorité justement de l'autorité de l'État. Ce matin, le ministre de l'Intérieur expliquait que partout l'État de droit serait rétabli. C'est pas du tout le cas, ni dans l'ensemble de nos facultés, ni à Notre-Dame-des-Landes. Il y a une panne ? Non, je crois qu'il y a un décalage entre le ton et dans certains domaines le comportement du gouvernement qui est de tempérament, disons, déterminé. Certains diront autoritaire. Et puis d'autre part, le fait qu'il y a des points de fixation qui sont difficiles à gérer, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est bien gentil de dire il faut évacuer. Bien sûr qu'il faut évacuer. Bien sûr que tout le monde doit pouvoir circuler. Et bien sûr qu'il n'y a pas de raison d'occuper des terrains illégalement si on n'a pas effectivement un dossier et un objectif pour présenter. Hier sur notre antenne, même José Bové demandait aux zadistes de revenir à la table de négociation. Bien sûr, mais de même que aujourd'hui, on est tenté de dire, alors quand est-ce que l'État se fera respecter à Notre-Dame-des-Landes? De même, si au moment de l'évacuation, il y a malheureusement un gendarme ou un manifestant qui se fait tuer, en 24 heures, tout le monde dira quel gouvernement de brute. On le sait que c'est compliqué. L'évacuation, surtout de quelque chose comme Notre-Dame-des-Landes, qui dure depuis des années, qui est devenu un symbole à tort ou à raison, c'est pas forcément un symbole positif, mais enfin c'est devenu un symbole, et évidemment, c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué et c'est pour ça qu'il faut effectivement être intraitable sur un point qui est ceux qui ont l'intention ou la prétention de rester, il faut qu'ils aient un vrai projet personnel qui tienne le coup. Autrement, il n'y a pas de raison. Ça veut donc dire quand même que d'une certaine façon, le gouvernement se laisse intimider. À ce même micro, dans ce studio la semaine dernière sur RTL, le député La France Insoumise, Alexis Corbière, nous disait « Ah bah après Chirac matraque, maintenant c'est Macron-Baston ». C'est la caricature infantile, ça. Oui, mais ce sont des slogans qui restent dans l'oreille. Oui, mais ça n'empêche pas l'autre. Non, j'entends bien. Ce sont des mots. On voit bien que Emmanuel Macron a réussi quelque chose quand même, et c'était son objectif, c'est de rétablir l'autorité présidentielle, la verticalité, la détermination qui agrégerait l'opinion autour de lui. D'ailleurs, ça marche si on en croit les enquêtes d'opinion sur ce point, puisque plus de 70% lui reconnaissent une autorité, alors qu'ils étaient vers 14% environ pour François Hollande précédemment. Donc il y a quand même là une démarche autoritaire qui se concrétise, qui se dessine. C'est vrai qu'on comprend pas très bien du coup pourquoi dans Notre-Dame-des-Landes ils n'arrivent pas mais Alain Duhamel l'a dit, il y a quand même des risques d'accident. Mais moi je dirais quand même faites attention. Alors Alain Duhamel va dire que je suis encore trop romantique. Je veux dire parce que cette autorité a le risque aussi de l'autoritarisme. Autrement dit, s'il n'y a pas plus de respect pour les corps intermédiaires, pour les syndicats non aussi, je veux dire, cette façon de foncer tout droit pour imposer ces décisions, plus le fait que vous n'avez plus d'opposition institutionnelle quasiment, enfin, je veux dire, la gauche est complètement explosée, la droite est en train au fond, de connaître cette décrépitude aussi avancée avec un Laurent Wauquiez qui n'existe quasiment pas, enfin, ou pas au niveau qu'il espérait. Donc vous avez de fait un pouvoir très fort et des poches de résistance qui se caricaturent elles-mêmes puisqu'elles n'ont pas de relais de forces politiques susceptibles d'incarner leurs idées. Alain Duhamel, et on va conclure. Non, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a effectivement un raidissement des oppositions. S'il y a ce raidissement des oppositions, c'est d'abord parce que dès qu'on est dans l'opposition, on se caricature. De gauche, de droite, du centre, l'opposition caricature. Bon, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a un fait nouveau
qui n'existait pas, mais pas depuis un mandat présidentiel, depuis 4 mandats présidentiels, il n'y avait plus une autorité assumée. Je dis bien assumée. Oui. Or, il y a une autorité assumée et ça perturbe. Et puis, on est dans une situation complètement nouvelle parce qu'on voit 2 extrémismes opposés et rivaux, et donc qui font aussi la surenchère les uns par rapport aux autres. Quant à la droite, moi je dirais qu'il ne faut pas mesurer la droite à Laurent Wauquiez. Je pense que la droite a un potentiel beaucoup plus important que Laurent Wauquiez, et j'ai du mal à imaginer une droite classique qui en France serait inférieure à 25%, alors que j'ai du mal à imaginer un Wauquiez qui serait même à 15%. Non mais il faut, si je peux me permettre, juste un dernier mot, c'est qu'il faut prendre en compte un temps historique qu'on a connu autrefois, à savoir que les oppositions républicaines, la gauche comme la droite, ne se reconstitueront que sur le long terme. C'est pas dans les 6 mois ou dans un an, alors qu'elles ont eu cru, et Laurent Wauquiez en particulier, que par un coup de baguette magique, ils allaient revenir sur le devant de la scène. Elles ont besoin d'un